Voilà, mesdames, messieurs, chers médecins, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans le cadre de ce premier webinaire qui est destiné spécifiquement au secteur médical. Alors, nous sommes vraiment extrêmement heureux de vous accueillir dans ce contexte sanitaire pour le moins particulier, surtout pour le monde de la santé. Et à ce titre, nous souhaitons vraiment vous remercier très très chaleureusement de votre présence. Alors, je m'appelle Thierry Minet, je suis banquier privé pour les professions libérales chez Degroof Petercam. Et depuis à peu près 150 ans maintenant, notre banque, qui a un actionnariat familial d'ailleurs, est un très important gestionnaire d'actifs ici en Belgique. Alors notre mission, telle que nous la considérons, c'est vraiment essentiellement sécuriser vos actifs pour les générations futures. C'est vraiment extrêmement important pour nous. Le groupe Petercam, par ailleurs, dispose d'un modèle commercial absolument unique, avec un service sur mesure pour les professions libérales, à la fois pour gérer votre patrimoine privé et votre patrimoine professionnel. Alors bien sûr, vous l'imaginez, au cours du temps, au cours des années, nous avons développé de nombreuses expertises. Et parmi celles-ci se trouve la gestion en investissement durable, qui sera le sujet de notre rendez-vous ce soir, et également la planification patrimoniale. Alors vous vous imaginez bien, en termes de gestion patrimoniale, c'est comme dans le domaine de la santé. Il faut se mettre à jour en permanence, il faut se former sans arrêt. Et c'est la raison pour laquelle on a considéré que mettre en place un cycle de formation en gestion patrimoniale au profit du segment des clients, des clients médicaux pardon, serait de première importance et de grand intérêt. Et c'est dans ce cadre-là que ce soir, nous accueillons Maxime Car. Alors Maxime est Senior Portfolio Manager chez nous et en plus, c'est l'ambassadeur pour les investissements durables au sein de la banque. Alors dans un premier temps, Maxime va vous expliquer comment vous pouvez investir de manière fiscalement intéressante au sein de votre entreprise. Et dans la deuxième partie du webinaire, il abordera les principes de l'investissement durable. Sachez que vous pouvez à tout moment poser des questions durant l'exposé. Vous pouvez le faire par via la rubrique Q&A que vous pouvez voir en bas de votre écran à droite. Alors, les questions sont masquées pour ne pas distraire l'Assemblée, mais j'y ai accès et donc je vous poserai les questions moi-même. Il me reste bien sûr à vous souhaiter un excellent webinaire et Maxime, je te cède la parole. Merci Thierry, bonsoir à toutes et à tous. Donc comme mentionné, nous avons deux sujets principaux pour aujourd'hui. Nous verrons comment investir en actions par le biais de l'entreprise, dans le but d'optimiser fiscalement votre investissement. Et la deuxième partie, nous parlerons d'investissement responsable durable, et là dans un but d'optimiser la performance par rapport au risque pris. Nous parlerons donc aujourd'hui d'optimisation, optimisation fiscale, optimisation de la performance par rapport au risque. Je vous propose d'aller directement dans la première section, investir en action par le biais de l'entreprise. Mais avant, un rappel qui est somme toute important, donc c'est de savoir qu'est-ce qu'une action. Une action, c'est un titre de propriété d'une société. Une obligation, c'est un titre de créance, un titre de dette d'une société ou d'un État. Une SICAV, qu'est-ce que c'est? Une SICAV qu'on appelle également un fonds, ce sera la même chose, fonds d'investissement SICAV. C'est en fait un panier d'actifs, ça peut être des actions ou des obligations, elles peuvent être pures, 100% actions, 100% obligations, ou elles peuvent être mixtes, qu'on appelle également patrimoniales. Elles peuvent être composées par exemple de 60% actions, 30% d'obligations, 10% de cash. Ces SICAV, elles peuvent être de capitalisation ou de distribution. Capitalisation, cela signifie que les dividendes perçus sont réinvestis au sein de la SICAV. Dans la SICAV de distribution, les dividendes seront distribués à l'investisseur. Mais alors, quels sont les avantages et inconvénients de la SICAV? Bien évidemment, l'avantage, c'est que ça vous permet d'avoir une diversification, donc ça vous diminue le risque, car vous avez toute une série d'actifs présents dans ces SICAV. Deuxièmement, vous avez une optimisation fiscale et une optimisation en termes de coûts. Par contre, on a un petit peu moins de transparence et on est moins sur du sur-mesure.
Retenez bien ce qu'est une SICAV, on reviendra et ça nous servira dans le reste de la présentation. Alors parlons un petit peu d'impôt de société. Vous le savez, taux standard, impôt de société, 29% en année comptable 2019. Année comptable 2020, le taux passe à 25%. Pour les PME, aujourd'hui, en année comptable 2020, 20% jusqu'à 100 000 euros, 25% à partir de 100 000 euros. Très bien, mais qu'est-ce qui rentre dans cet impôt des sociétés? Vous le voyez ici, tous les intérêts perçus des obligations, tous les dividendes perçus des actions et toutes les plus-values réalisées sur ces actions. Tout ça sera soumis au taux de 25%. Bien, donc vous êtes la société Hippocrate, vous investissez dans une action UCB, Roche, Pfizer, peu importe, vous touchez des dividendes ou des plus-values qui seront soumises donc à l'impôt des sociétés. Oui, mais il existe une possibilité qui s'appelle les conditions RDT, revenus définitivement taxés, qui permettent d'éviter que l'impôt soit perçu deux fois. Et donc, elles vont vous permettre une exonération à 100%. Mais pour cela, il faut répondre à trois critères, trois conditions. 1. Les conditions de taxation. Donc la société dans laquelle vous investissez doit être soumise à l'impôt des sociétés. Concrètement, ici, UCB, Roche, Pfizer doivent être soumis à l'impôt. Deuxième condition de détention, il faut une détention de 10% du capital, 10% du CB de Roche ou Pfizer avec son investissement, ou un investissement de 2,5 millions d'euros. Et enfin, le troisième élément, il faut une durée de détention d'au moins un an. Donc il faut garder son investissement en UCB, en Roche, en Pfizer pendant un an. Et si ces trois conditions sont respectées, eh bien vous avez vos revenus, donc dividendes et plus-values, qui seront exonérés de l'impôt des sociétés. Est-ce qu'on a déjà des questions, Thierry, à ce stade? Est-ce que c'est bien clair? Pour le moment, c'est très clair, Maxime, très bien. Ok, très bien. Il y a peut-être un élément qui apparaît. Tu mentionnes quand même des différentes conditions restrictives pour les investissements qui soient acceptables au niveau RDT. Et du coup, est-ce que ça ne limite pas un petit peu le champ d'application, la diversification d'un portefeuille? Oui, en effet, c'est une bonne question parce que, comme vous voyez, la deuxième condition de détention, il faut un investissement d'au moins 2,5 millions d'euros. Vous vous doutez bien qu'investir 2,5 millions d'euros dans UCB, 2,5 millions d'euros dans Roche, 2,5 millions d'euros dans Pfizer limite un peu la diversification du portefeuille. Et donc, en fait, on a une solution pour cela. Et la solution à cela, c'est la SICAV RDT. En fait, la SICAV RDT, dans ce cas, la société Hippocrate ici investira dans une SICAV RDT directement et le dividende et les plus-values seront exonérés de l'impôt des sociétés. Donc l'avantage, c'est qu'on n'investit plus dans une action individuelle donc qui est moins diversifiée, mais on investit dans une SICAV RDT qui représente un panier d'actions et qui est donc beaucoup plus diversifié. Mais pour bénéficier de cette exonération, il faut répondre à deux conditions. Donc la SICAV ou le fonds RDT, je vous rappelle, c'est la même chose, doit verser un dividende au moins une fois par an. D'accord? Dividende une fois par an. Et deux, la SICAV doit distribuer au moins 90% de ses revenus nets. Donc les revenus moins les coûts. D'accord? Et enfin, une notion très importante, la SICAV RDT ne s'applique qu'aux bons revenus. Donc une notion de bon revenu. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bon revenu? Et là, on arrive ici sur ce slide où vous voyez la différence de revenus. Donc toujours notre société Hippocrate qui investit dans ces SICAV RDT, et cette SICAV RDT est composée d'actions et d'obligations. Les actions vont vous fournir des dividendes et vont vous fournir des plus-values. Les dividendes et les plus-values qui proviennent des actions seront des bons revenus. D'accord? Tandis que toute la partie intérêt et taux de change qui proviennent du cash et des obligations seront considérés comme des mauvais revenus. Donc on fait la distinction bons revenus qui proviennent des actions, mauvais revenus des obligations et des liquidités. Un exemple pour bien comprendre, notre société Hippocrate a investi donc dans la SICAV RDT. La SICAV RDT est majoritairement composée d'actions mais détient un petit peu d'obligations. Concrètement, 98 euros proviennent donc de revenus, de dividendes et de plus-value des actions,
et 2 euros proviennent d'intérêts liés au cash et à quelques obligations. Concrètement, vous allez avoir 98 euros de bons revenus qui seront exonérés de l'impôt et vous aurez 2 euros qui seront imposés à 25%. Globalement, le dividende vous sera versé, vous ne payerez l'impôt de société que sur 2 euros. Une notion importante, vous devez savoir qu'il y a tout de même une retenue à la source en fait sur les dividendes versés de 30% et la taxe en fait payée vous sera remboursée qu'un an plus tard à l'entreprise. Pour terminer cette section, on terminera en disant pourquoi De Groot Petercam en la matière. Eh bien, il faut savoir que De Groot Petercam a une expérience depuis 1997 en la matière. Donc, il y a des performances qui sont reconnues. Deuxièmement, il y a un process d'investissement qui est solide avec des analyses ESG. On reviendra sur le terme dans la deuxième section, mais une analyse responsable et durable des investissements. Et enfin, on a une offre qui est relativement diversifiée avec un fonds actif sur la zone euro, un fonds actif en Europe et un fonds actif aux États-Unis. Et donc, De Groot Petercam est plutôt bien positionné en la matière. J'achève ici la première partie. Est-ce que Thierry, on a des questions à Peut-être, ce stade? oui, une petite remarque ici. Donc, tu as expliqué la SICAV RDT, son fonctionnement, les revenus qui sont bons ou mauvais. Et donc, il ressort de ça que ce sont principalement les actions qui sont exonérées. Et donc, est-ce que ça ça n'empiète pas sur le rendement risque du portefeuille? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un très bon point parce qu'en fait, de manière à optimiser fiscalement les investissements, on va investir en actions. Donc ça représente qu'une partie du pôle d'investissement. Et c'est pour cela qu'on va faire le lien avec la deuxième partie de la présentation. Et en fait, en investissant dans des SICAV patrimoniales, vous avez la possibilité de mêler à vos actions des obligations qui vont permettre d'amortir les chocs et de diversifier un peu plus votre portefeuille. Et donc, dans ce premier pan, on a vu l'optimisation fiscale d'un portefeuille, mais c'est tout à fait complémentaire et compatible, et en tout cas intéressant en termes de gestion de portefeuille, d'également optimiser la performance par rapport au risque. Les deux vont de pair. Est-ce qu'on a d'autres questions, Thierry ou... Non, pas à ce stade. Parfait. Donc, je vous propose de passer dans la deuxième partie de la présentation. Nous allons parler donc d'investissement responsable et durable. Mais avant toute chose, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est l'investissement responsable et durable? Comme vous voyez dans la presse, on voit toute une série de termes, ESG, SRI, éthique, impact, thématique. Ça part dans tous les sens, on voit plus très clair dans ce que c'est l'investissement responsable durable. Nous, on s'est basé sur une définition qui provient d'Eurosif. Eurosif, c'est un organisme européen qui vise à promouvoir et développer l'investissement responsable et durable. Et Eurosif, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, ils nous disent que l'investissement socialement responsable et durable, c'est une approche d'investissement à long terme qui intègre les facteurs ESG, environnement, social et gouvernance, combinés à l'analyse fondamentale des sociétés. À tout ça, on mêle une notion d'engagement. Donc on fait de l'analyse fondamentale dans laquelle on mêle les critères ESG plus de l'engagement. Très bien. Mais pourquoi s'intéresser à l'investissement responsable? Eh bien, tout d'abord, on s'est rendu compte, c'est de la recherche fondamentale, des infos qui proviennent de 3 fournisseurs de données ESG. En fait, on constate qu'il y a un lien, en tout cas, ils ont permis, l'analyse ESG a permis de délivrer de la surperformance. Si vous regardez le tableau ici à droite, vous voyez, en fait, c'est la performance des sociétés les mieux notées en termes ESG par rapport aux sociétés les moins bien notées. Et vous voyez, donc c'est chez les 3 fournisseurs d'informations les plus importants, Thomson Reuters, Sustainalytics et MSCI, vous voyez que chez les 3, il y a de la surperformance des actions qui sont les mieux notées en termes de ESG. Deuxième élément, et comment est-ce qu'on explique cela? Et donc, c'est une notion d'optimisation rendement-risque. Pourquoi? Parce qu'en fait, une société qui a un faible score ESG, qui n'intègre pas ces critères dans son management, dans sa manière de gérer, en fait, est souvent liée ou perçue par le marché comme un risque plus important. Et la manière de voir ça, c'est sur le tableau ici à droite. Vous voyez en fait ici en abscisse les scores ESG des sociétés. Et vous voyez que les scores les plus faibles en fait chez MSCI, les scores les plus faibles
en termes ESG sont assimilés à des coûts d'emprunt qui sont les plus élevés. Au contraire, vous avez les sociétés les mieux notées qui empruntent, donc qui ont un coût de financement moins cher. Pourquoi? Car c'est perçu par le marché comme étant moins risqué, car cette dimension est mieux comprise et mieux appréhendée par le management. Enfin, en troisième élément, le monde est disrupté en disruption. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour l'ensemble des catégories, eh bien, l'investissement responsable, durable et l'importance des critères ESG s'assimilent à une évidence. On voit aujourd'hui chez les femmes, donc chaque carré représente 1%, on voit aujourd'hui qu'une partie de la population des femmes détient aujourd'hui des investissements liés à l'ESG, mais plus important et plus intéressant, c'est qu'on voit qu'une grande partie souhaiterait ajouter ou augmenter ses investissements dans l'ESG. Et je pense une dynamique également extrêmement importante, c'est de voir que les jeunes, donc les millennials, aujourd'hui, sont beaucoup plus investis actuellement dans les investissements durables et souhaitent encore plus l'être. Donc on a également une notion qui s'accentue dans la population jeune aujourd'hui. Et enfin, dernier élément, c'est la régulation, la réglementation. Vous devez savoir que la Commission européenne a créé un groupe de travail en 2018 pour essayer de développer une taxonomie liée à investissement responsable durable. Donc mettre des critères très précis qui répondront à la thématique durable responsable. Le problème aujourd'hui, c'est évidemment euh, se mettre d'accord entre un Français et un Allemand sur la notion durable, notamment dans le secteur de l'énergie. Entre le nucléaire et le charbon, on n'est pas tout à fait d'accord. Donc ça prend un peu de temps. Il n'y a pas une définition unique, mais la commission y travaille et on espère que pour 2021-2022, quelque chose de concret ressorte de ces discussions. Et enfin, un dernier élément dans les notions importantes, c'est que vous avez différents seuils de responsabilité. Et en fait, ces seuils de responsabilité vont de pair avec la taille d'univers d'investissement. Au plus vous allez aller loin dans votre niveau de responsabilité, au plus vous allez réduire votre univers d'investissement. Pourquoi? Parce que vous allez avoir tendance à appliquer de plus en plus d'exclusion, à appliquer du best in class, à aller choisir les meilleurs élèves de la classe, et vous éliminerez naturellement de votre investissement une plus grande partie, de votre univers d'investissement, une plus grande partie des sociétés. Une manière intermédiaire de travailler avec cela, c'est de faire de l'intégration ESG, qui est le premier step, où vous réduisez l'univers d'une partie, vous augmentez le niveau de responsabilité, mais vous gardez un univers plus diversifié. Aujourd'hui, nous nous focaliserons sur le niveau le plus élevé en termes de durabilité, qu'on appellera l'offre durable. Celle-ci vise à promouvoir le best in class, choisir les meilleurs élèves de la classe et travailler avec une approche impact. Je propose. Oui, Peut-être, Thierry. Maxime, il y a une question ici qui est assez intéressante, c'est qu'est-ce qu'une SICAV patrimoniale? Donc c'est vrai qu'on a abordé le thème de la SICAV patrimoniale au début. Ce serait peut-être judicieux de réexpliquer brièvement Tout en à quoi ça fait. consiste exactement. Je vais remettre peut-être le slide du début qui montre en fait la SICAV patrimoniale qu'on voyait ici. C'est en fait une SICAV mixte. C'est la même chose qui investit dans différentes classes d'actifs. Donc pour partie dans des actions, des obligations, du cash et même ça peut être dans d'autres types de classes d'actifs, type or ou autres commodités. Très bien. Alors, autre question. Donc, tu parlais des filtres, etc., pour la sélection des actions. Est-ce que ça ne réduit pas la diversification? Ça, tu y as répondu. Du choix de petites pépites et peut-être même de performance. Alors, bon, je pense que la performance, on l'a montré auparavant, en fait, que le fait de sélectionner les meilleurs élèves versus les moins bons a permis de délivrer de la surperformance. Pourquoi? Parce que ça a permis d'avoir, en fait, ça s'allie à une qualité supplémentaire des sociétés. Et donc, c'est vrai que, excusez-moi, et donc en fait, cette sélection est dans un univers qui est plus restreint, mais le filtre ESG permet en fait de faire une sélection au travers d'un univers qui est, on peut dire, un peu plus qualitatif vu qu'il a été filtré sur base ESG. Et alors, une autre question sur le même sujet. On entend de plus en plus parler des investissements durables.
Est-ce qu'on a un recul suffisant pour juger de la performance et est-ce que ce n'est pas un phénomène de mode? Alors, première partie, donc est-ce qu'on a un recul suffisant? Chez De Grove Petercam, les premiers fonds datent de 2001. Donc on a un historique qui est très long. Néanmoins, est-ce que la manière de travailler ou de voir le durable et le responsable était la même en 2001 par rapport à aujourd'hui? Eh bien non, on a une évolution constante. Mais il est certain que ce sera toujours en évolution, mais on a un historique qui permet de montrer que s'intéresser à ces critères est une dimension qui est extrêmement importante pour mieux appréhender le risque des sociétés. Donc je pense que oui, on peut catégoriser ça comme suffisamment relevant. Et deuxième élément, euh, euh, Phénomène de mode? phénomène de mode, mais clairement, on a un phénomène de mode, mais c'est à ça que je réfléchissais. Euh, En fait, il y a tellement de manières de faire de l'investissement responsable et durable, il n'y a pas une approche. Qu'il est vrai que certaines sociétés ou certaines exclusions, on l'a vu, hein, le secteur de l'énergie a été très fort impacté également par cet aspect-là. Au contraire, les sociétés des services aux collectivités publiques a bien bénéficié parce que ce sont les plus gros investisseurs dans les énergies renouvelables. Donc certes, il y a un phénomène de mode, mais les gens le font de manière différente. Chacun fait de l'analyse à sa manière. Et l'idée, c'est d'aller plus loin et de le faire, mais mieux que, je dirais, le reste du marché pour pouvoir continuer à trouver ces pépites. Et je pense qu'on y reviendra dans notre processus d'investissement. Ce qui est également très important, c'est que la sélection des titres, in fine, se fait sur les fondamentaux de l'entreprise. Donc on va regarder toujours la valorisation, on va regarder les perspectives de croissance et on va comparer les bons élèves ESG entre eux et on prendra les meilleures opportunités en termes de valorisation et de perspectives de croissance. Donc si on a un phénomène de mode qui se crée de manière trop importante, on ne sélectionnera pas ces boîtes-là parce qu'elles seront trop chères. Donc on évitera les segments qui sont survalorisés. Répondu à toutes les Très questions? bien. Oui. Parfait. Ok. Oui. Donc je vous propose maintenant de passer à la théorie et donc à notre approche chez De Grove Petercam. Nous avons un modèle qui vise à évaluer les entreprises, actions, obligations et les États, pays développés, pays émergents. Et donc sur cette base-là, nous construirons ensuite un portefeuille responsable. Entreprise, actions, obligations. Donc on a trois parties dans le process. 1. Nous avons des exclusions, secteurs et activités controversées. 2. Nous excluons toutes les sociétés qui ne répondent pas au pacte mondial des Nations Unies. Et 3. Nous avons une analyse positive, nous allons faire une sélection best in class, sélectionner les meilleurs élèves de la classe et une sélection thématique. Je vous propose de passer dans les exclusions. Donc, nous excluons du portefeuille tout l'armement, le tabac, la pornographie et les jeux de hasard. En plus de cela, nous allons également supprimer de l'univers d'investissement toutes les sociétés qui sont soumises à des controverses sévères ou qui sont à risque par rapport à des controverses sévères car elles ne gèrent, en tout cas elles n'appréhendent pas assez ces risques ou elles n'investissent pas suffisamment dans la gestion de ces risques de controverses. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ces controverses et pourquoi est-ce qu'on appréhende ces sociétés? Eh bien, revenir sur l'exemple de BP avec le scandale environnemental dans le golfe du Mexique. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que à partir du moment où le scandale a éclaté, en 5 jours seulement, la société avait perdu 50% de sa valeur. Et donc ça montre vraiment que une fois que la controverse éclate, c'est trop tard. Donc il faut être capable en amont de comprendre les sociétés qui sont les plus sujets à controverse et qui en tout cas qui ne les appréhendent pas suffisamment bien. Premier type d'exclusion. Deuxième type d'exclusion, les exclusions des sociétés qui ne respectent pas le pacte mondial des Nations Unies. Pour info, les Nations Unies, donc ce pacte-là, c'est la plus grande initiative de développement responsable au monde. Et c'est un appel aux entreprises pour aligner leur stratégie et leur activité sur les principes universels des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Donc là, on va avoir une trentaine de sociétés exclues. Au total, si on prend tout l'univers d'investissement, les exclusions qui sont appliquées, on va avoir un peu moins de 700 sociétés exclues de l'univers. Ce n'est pas rien. Et puis, après cela, nous allons passer à la troisième section qui est
la sélection positive. Une fois qu'on a éliminé ces éléments de l'univers, nous allons procéder à une analyse positive qui est de deux types. La première, c'est du best in class, la deuxième du thématique. Ici, nous parlons donc du best in class. Le best in class, objectif, sélectionner les meilleurs élèves de la classe. Comment est-ce qu'on va les sélectionner? On va regarder les trois critères, E, S et G. Et ces trois critères, on va regarder par secteur, on va avoir l'objectif de classer par secteur l'ensemble des sociétés sur cette dimension E, S et G. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va regarder la matérialité en termes de risque des trois segments, E, S et G. Et concrètement, une société dans le secteur de l'énergie va être beaucoup plus impactée par la dimension environnementale. Et donc l'environnement va représenter 50% du score total dans le secteur de l'énergie. Le S, le social, et le G, la gouvernance, représenteront 25% chacun. Tandis que dans la finance, l'élément clé le plus impactant dans le risque, ce sera la gouvernance. La gouvernance représentera 50%, l'environnement et le social 25%, 25%. Mais dans tous les cas, dans tous les secteurs, on prendra toujours en compte les trois dimensions. Alors dans l'environnement, ça paraît assez évident aux yeux de tout le monde, regarder l'efficience énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, la gestion des ressources, la gestion des déchets, toute une série d'éléments. Il y a beaucoup de critères qui sont pris en compte. Dans le social, on va vraiment regarder l'impact de l'activité de l'entreprise sur les fournisseurs, les employés et les clients. On va regarder donc les conditions de travail, la diversité, le mix produit, etc. Et enfin, dans la gouvernance, nous allons regarder la manière dont l'entreprise est dirigée, contrôlée. On va regarder la politique de rémunération des dirigeants, l'indépendance des conseils, etc. Mais c'est important de comprendre d'où proviennent toutes ces informations. Il y a beaucoup d'analyses qui sont faites. Et pour cela, en fait, on s'aide de deux fournisseurs d'informations que sont MSCI et Sustainalytics. Alors pourquoi en prendre deux? Parce qu'aujourd'hui, on l'a déjà dit, l'investissement responsable durable n'est pas parfait, les analyses ne sont pas parfaites, c'est en constante évolution. Et le fait d'avoir deux fournisseurs, deux types d'informations que l'on peut confronter entre elles, nous permet d'avoir plus de crédibilité. Parce que toutes ces informations nous servent d'input dans nos modèles ici, et derrière, elles sont retravaillées, retraitées par nos propres analystes. Mais avoir deux sources d'informations n'est pas de trop aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le best in class. Une fois qu'on a classé toutes les sociétés par secteur, secteur de l'énergie, secteur de la finance, nous allons garder les top 50% des sociétés. D'accord? Un exemple, deux, trois exemples pour vous y voyez plus clair. Dans le secteur de la technologie, Microsoft ressort particulièrement bien. Pourquoi Microsoft? Parce que vous savez, dans la technologie, ce qui a été crucial, c'est le traitement des données privées. On l'a vu, pour ne pas citer Facebook, le gros problème en termes de traitement de données. Microsoft a une super politique en la matière, jamais de souci. Deuxième élément important qui ressort fort en environnement, on commence de plus en plus à s'intéresser à ça, c'est l'empreinte carbone de toute l'utilisation de ces clouds qu'il faut refroidir non-stop, etc. Microsoft, pour cela, investit massivement dans des énergies renouvelables pour que son empreinte carbone soit net zéro le plus rapidement possible. Et enfin, en termes social et de gouvernance, c'est une société également best in class. Si on regarde dans le secteur de la consommation, on aime beaucoup Unilever. Alors Unilever, ça peut paraître être une boîte un peu middle d'un point de vue durable, mais pourtant, c'est une multinationale qui s'engage très fort, avec des objectifs concrets. Un objectif concret, c'est la réduction du plastique, l'utilisation de plastique 1, et 2, l'utilisation du plastique recyclé. Unilever s'est engagé à horizon 2025 à avoir 100% d'utilisation de plastique recyclé. C'est un impact colossal. Et Unilever s'est déjà engagé par le passé plusieurs fois à réduire son empreinte carbone et les engagements ont été réalisés, ce qui montre une certaine crédibilité du management et une envie d'aller plus loin en la matière. Ensuite, dans le secteur des soins de santé, on a des sociétés qu'on aime bien, du type spécialiste danois des aides auditives. C'est une société qui ressort très bien tant en E, en S et en G. Et c'est une société qui en fait est très innovante en termes d'esthétique et de qualité. Elle permet en fait de contrôler, de paramétrer l'aide auditive qui est très discrète pour information au travers de l'iPhone. Ensuite, on a un autre exemple dans le domaine des soins de santé, c'est Diasorin,
la société italienne qui est active dans tout ce qui est technologie médicale. Globalement, on aime beaucoup le secteur des medtech, on appelle donc technologie médicale, qui, dans ce cas-ci, Diosyrine fabrique des machines pour laboratoire qui effectuent des tests. Et c'est vrai que cette société est vraiment une best in class en termes de E, de S et de G. Et c'est vrai, important de mentionner que souvent dans le secteur des soins de santé et plus principalement dans les pharmaceutiques, on a souvent des dimensions ou des faiblesses au niveau des scandales de corruption dans les grosses boîtes. Évidemment, ces sociétés ont des produits qui sont extrêmement bons, extrêmement de qualité, tout à fait bénéfiques pour la société. Mais ce qui va faire la différence entre certaines sociétés pharmaceutiques versus d'autres, c'est souvent la gestion des controverses de corruption et l'accès, je dirais, de manière un peu faire du produit à une masse de gens pour offrir des vaccins, offrir des soins à une multitude de personnes à travers le monde. Thierry, est-ce qu'on a Oui, des questions pour le Best in Class? oui, Maxime, vous excluez des actions ou des secteurs. Est-ce que le fonds va se comporter très différemment d'un fonds classique? Alors, très différemment d'un fonds classique, Je oui et non. suppose en termes de Oui, performance donc ou... oui et non. Donc en fait, on va avoir tendance, effectivement, on va avoir tendance à avoir un biais qualité, en fait, parce que on va sélectionner les meilleurs élèves en termes ESG, qui sera souvent synonyme de boîte un peu plus qualité, donc un peu plus transparente, meilleure gouvernance, etc. Et effectivement, en faisant très attention au secteur de l'énergie, de la finance, de la gouvernance, c'est vrai qu'on a tendance à avoir un profil un petit peu plus défensif dans les marchés difficiles. Donc ça a probablement été favorable ces derniers temps. Les performances ont plutôt été bonnes en comparaison. Globalement, les investissements durables ont mieux performé que le marché. D'accord. Et alors, la deuxième question, vous citez toutes des multinationales dans vos exemples, ou des... Est-ce que vous ne défavorisez pas du coup les plus petites entreprises qui auraient des moyens plus limités? Ouais, en fait, on y vient justement. Parce qu'en fait, les sociétés, en fait, c'est pour ça qu'on a deux approches. Et philosophiquement, il faut bien comprendre comment est-ce qu'on travaille. On a le best in class. Donc, on va sélectionner les meilleures sociétés par secteur. Mais évidemment, les sociétés qui sont les plus transparentes, qui donnent le plus d'infos, ce sont les multinationales. Donc, l'approche best in class va avoir tendance à sélectionner les meilleures multinationales qui sont prêtes à s'engager à faire des efforts. Pourquoi est-ce qu'on continue à avoir cette approche? Parce qu'on pense que si on veut faire changer les choses, tel Unilever, eh bien, c'est en faisant bouger ces acteurs-là. On a un impact qui est énorme en fait sur la planète. Mais deux, on se rend compte que c'est pas suffisant. Et ça, on y vient dans un instant. On veut une approche thématique dans laquelle on va aller sélectionner des acteurs un peu plus purs, notamment actifs dans le segment de l'environnement, qui elles vont amener des solutions extrêmement innovantes et qui sont des purs players et qui seront les acteurs probablement de demain. Mais pour faire évoluer les choses, nous pensons que nous avons besoin des deux aspects. Parfait. Je continue alors. Donc, l'approche thématique, donc c'est ce que je mentionnais. Là, on va investir dans des sociétés de plus petite capitalisation, qui sont des acteurs un peu plus purs sur la thématique environnementale. La thématique environnementale, on va donc s'intéresser à toutes les nouvelles énergies, les énergies renouvelables, au domaine de l'eau. L'eau, c'est crucial, c'est l'or de demain. À l'agriculture et la nourriture responsable. Et enfin, très important également, la gestion des déchets et des ressources. Alors là, on a des exemples des sociétés Xylem, société américaine, qui elle est le spécialiste en termes de un traitement de l'eau, mais aussi de solutions innovantes pour l'eau. Elle va aller, en fait, elle agit comme un consultant en allant dans les grosses sociétés industrielles et elle optimise avec des technologies le gaspillage et les ressources utilisées en eau. Donc excellent acteur en la matière. Dans la gestion des déchets, on a la société Tomra, société norvégienne, qui elle en fait vous voyez peut-être tous ces types de machines à la sortie des supermarchés et autres. En fait, elle récupère les bouteilles en plastique et elle récupère 35 milliards de bouteilles par an. Et derrière, elle a une ligne de recyclage qui permet de réutiliser ce plastique pour une nouvelle vie. Autre exemple en la matière, toute petite société, un peu plus d'1 milliard, Lenzik, société autrichienne,
qui est un concept assez génial dans tout ce qui est textile. Si vous regardez le textile, c'est assez émetteur en termes de carbone, hein. Donc c'est vraiment une industrie quand on injecte beaucoup de produits chimiques et autres. Et en fait, Nenzik est arrivé avec une solution extrêmement innovante en créant du textile à base de copeaux de bois. En fait, c'est de 100% naturel l'utilisation. Et l'avantage, c'est qu'on a un cycle de vie qui peut même être récupéré et recyclé à 100%. Donc ce genre d'exemple pour vous montrer qu'on a une approche thématique plus pure avec des acteurs plus purs sur le segment pour espérer avoir une contribution positive de demain. On a une deuxième approche dans le thématique qui, elle, s'applique aux obligations uniquement. Ça s'appelle les obligations vertes ou green bonds en anglais. Et en fait, ces obligations vertes, qu'est-ce que c'est? L'obligation verte, c'est une obligation émise par une société. Donc la société veut collecter du cash, des liquidités, pour améliorer son profil environnemental ou social. Donc c'est de l'argent qui est dédié à un projet spécifique. Il y a 4 critères pour répondre au titre d'obligation verte. Il faut, pouvoir montrer l'utilisation de l'argent pour le projet. Il faut pouvoir évaluer les risques et opportunités du projet dans la société. 3, il faut avoir un organisme indépendant, expert, qui vienne certifier les bénéfices et l'allocation du financement au projet. Et enfin, il faut un reporting régulier qui montre concrètement qu'est-ce que le projet a permis à la société de rapporter. C'est un instrument assez génial. Pas mal de sociétés se sont ruées sur ces obligations vertes. Et derrière, nous avons des fonds des gestionnaires de fonds qui décident d'investir dans certaines obligations vertes ou pas. Alors ils vont encore plus loin que la simple dénomination obligation verte. Je vous donne un exemple. Nos gestionnaires vont déterminer s'il y a une crédibilité dans le projet de l'obligation verte ou si c'est juste du greenwashing qui est effectué par la société. Je donne un exemple, l'exemple Total. Total a émis un Green Bonds dans le but de financer sa transition vers les énergies vertes. Super, le projet est intéressant. Nos gestionnaires en interne font l'analyse et au final décident de ne pas souscrire. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que, le montant de l'obligation verte est très très petit comparé aux revenus et à l'importance de Total. Une chose. Deuxième chose, ils analysent la crédibilité du projet. Et après analyse de la crédibilité, ils se rendent compte que Total, en fait, est bloqué par sa base actionnariale. Et sa base actionnariale, si vous regardez, Total a un dividende élevé, et la base actionnariale souhaite à tout prix garder ce dividende élevé. Et donc, du coup, pour maintenir ce dividende élevé, Total est obligé de garder une exposition extrêmement importante aux énergies fossiles. Ils ne peuvent pas effectuer la transition vers les énergies vertes et maintenir un dividende aussi élevé. Donc, manque de crédibilité du projet, l'obligation verte n'a pas été souscrite par nos gestionnaires de fonds. Ensuite, donc on a vu les exclusions. L'analyse positive best in class, on sélectionne les meilleurs élèves des grosses sociétés. L'analyse thématique dans laquelle on va sélectionner les acteurs plus purs. Et là-dedans, nous avions les green bonds. Okay, lié à tout ça, s'ajoute l'engagement et le vote. L'engagement, très important, nous avons un dialogue qui est engagé avec des sociétés sur des thématiques bien précises et nous souhaitons que les sociétés s'engagent également à fournir plus sur certaines thématiques, à faire des efforts et à montrer l'évolution à travers le temps. Et deuxième élément, nous votons. Donc nous avons une politique de vote, nous sommes des actionnaires actifs et notre objectif est donc de s'exprimer à chaque assemblée au travers d'un vote. Voilà, peut-être des questions, Thierry, à ce stade? Oui, tu pourrais peut-être expliquer le proxy voting de manière un peu plus Oui, donc en approfondie. fait, le proxy voting, donc vous vous rendez bien compte, on veut voter, on a énormément d'investissements et en fait, on travaille avec un fournisseur externe de données qui s'appelle Glass Lewis. Il y a plus de 300 personnes qui travaillent là-bas et qui font canaliser en fait, si vous voulez, les politiques de vote des différentes sociétés. Et eux nous envoient par rapport à nos investissements, donc on leur envoie nos sociétés dans lesquelles on veut avoir des recommandations de leur part et eux nous recommandent les meilleures pratiques en termes ESG
pour voter, nous disent vous devriez voter oui à cette proposition-là, non à celle-là. Et derrière, nous avons le choix d'ajuster. Au travers, nous avons un comité qui revoit les recommandations et nous pouvons ajuster ou non notre politique de vote. Parfait. Donc, pour rappel, je le disais, 3 éléments, des exclusions, secteurs controversés, les controverses, le pacte mondial des Nations Unies, une analyse positive avec des sélections du best in class et du thématique. Et enfin, une fois que cet univers, si vous voulez, est filtré sur les critères ESG, nos gérants vont faire une analyse fondamentale. Donc, dans ces bons élèves en termes ESG, nos gérants vont sélectionner les meilleures sociétés avec les meilleurs fondamentaux. Est-ce qu'il y a une valorisation qui est intéressante? Est-ce qu'il y a des perspectives de croissance qui sont intéressantes? Etc. Ça, c'était donc pour le modèle action, obligation, entreprise. Je vous propose de passer rapidement au modèle obligation étatique, car nous avons une crédibilité, nous avons un modèle pour les actions et pour les obligations. Pour les obligations étatiques, là aussi vous retrouvez des exclusions en 1 scoring interne en 2 et une sélection best in class, meilleurs élèves de la classe. On retrouve les mêmes éléments. Les exclusions, comment est-ce qu'on exclut? Nous excluons 18 pays qui ne respectent pas les normes minimales démocratiques. En fait, c'est établi par The Economist, donc un modèle bien précis en la matière. 18 pays exclus, dont le Gabon, dont la Chine. Une fois que ces pays sont exclus, nous appliquons, c'est le deuxième point, notre modèle de scoring interne. Notre modèle évalue 5 dimensions. Quelles sont les valeurs démocratiques, l'environnement, l'éducation, l'économie et la santé des différents pays. On évalue des pays ici. Alors, globalement équipondéré, et on va donner une note toute particulière à l'évolution, aux efforts qui sont fournis par les différents pays. Une fois que ce modèle est mis en place, concrètement, on va classer tous les pays. On classe tous les pays et on va garder dans notre univers d'investissement le top 50%, la partie de gauche, qui sont donc les pays les mieux notés. Et sans grande surprise, en fait, on retrouve bien les pays du nord de l'Europe, les pays scandinaves, la Norvège, la Suède, le Danemark, la Finlande. Sans grande surprise, vous avez une plus grande égalité au niveau de répartition des richesses, vous avez de plus gros investissements dans la lutte contre le climat, vous avez un système d'éducation qui est très bon, donc c'est pas surprenant de les voir bien sortir. Par contre, vous avez exclu aujourd'hui de l'univers d'investissement les États-Unis et les pays périphériques. Alors, il faut bien comprendre, les États-Unis, c'est la dette souveraine américaine qui est exclue. On peut aller investir dans des sociétés, des entreprises américaines. Vous avez vu tout à l'heure, dans les entreprises type Xylem, c'est une société américaine. Ici, cela signifie que nous ne prêterons pas de l'argent à l'État américain. D'accord? L'Italie, les pays périphériques sont exclus également sur base de niveau économique un petit peu plus faible, manque de lutte contre le réchauffement climatique, un système d'éducation un petit peu en retard, etc., etc. Ensuite, dans le top 50%, donc dans la partie de gauche, notre gestionnaire, comme toujours, fera son analyse fondamentale et choisira dans quel pays il souhaite investir, dans quelles obligations et quel pays. Ça ne signifie pas qu'il investira dans toutes les obligations présentes là. Donc, le modèle, exclusion normative, un scoring interne et une sélection best in class, plus, comme je vous le mentionnais, une analyse fondamentale. Thierry, est-ce que c'est clair la section sur les obligations étatiques? Écoute, en tout cas, je n'ai pas de questions. Bon, j'espère que c'est clair alors. Donc, je suppose que c'est clair. Ok, donc nous arrivons tout doucement au terme de cette présentation et nous terminerons en se demandant pourquoi de Grove Petercam en la matière de l'investissement responsable durable. Bien parce que nous avons une expérience depuis plus de 15 ans, en fait depuis 2001, en termes d'investissement responsable et durable. Nous avons plus de 6,2 milliards d'actifs investis dans les stratégies durables. Nous sommes également un pionnier donc en la matière d'investissement durable, mais nous sommes également un pionnier sur le modèle de la dette souveraine avec des filtres ESG, un vrai pionnier, et il y a plus d'1 milliard d'actifs investis dans cette stratégie, ce qui est un réel succès.
Ensuite, et ça c'est une évaluation qui est faite par les Nations Unies, nous avons la plus haute note de leur part, donc A+, sur base de notre approche responsable, de gestion responsable chez DEPAM, notre asset manager. Et enfin, en termes d'engagement et de vote, donc nous votons avec plus de 500 sociétés en Europe et en Amérique du Nord, et nous engageons un dialogue avec plus de 50 sociétés, ces dernières années principalement sur la gouvernance, mais les thèmes de l'environnement arrivent de plus en plus et se multiplient pour cette année. Et je me permettrai, avant de répondre à vos questions, par conclure que vous l'avez vu, donc dans le cadre d'une société, nous avons vu donc dans la première section qu'il était optimal fiscalement d'investir au travers de fonds RDT, mais comme vous l'avez vu, ces fonds sont essentiellement du risque car ce sont en fait que des actions que vous détiendrez en portefeuille, donc vous n'aurez pas tout le panel de diversification que vous pourrez trouver dans une SICAV patrimoniale, et donc la combinaison des deux approches peut tout à fait faire sens pour avoir une optimisation à la fois fiscale et une optimisation de vos performances par rapport au risque que vous avez pris. Voilà, je suis disposé à répondre à vos questions si vous en avez encore. Oui, il y a encore une question ici. Avez-vous réorienté votre portefeuille depuis le début de la crise sanitaire? Est-ce que la crise a eu un impact sur la composition de votre portefeuille? Alors, la réponse est non, on n'a pas réorienté notre portefeuille. Euh, En fait, on était plutôt bien positionné avant la crise parce que les segments qui ont été le plus touchés par la crise sont pour la plupart des segments cycliques. Et c'est vrai que dû à notre filtre ESG, nous avons tendance à être plutôt sous-pondérés sur les segments cycliques que sont l'énergie, la finance. Nous n'avons pas d'exposition aux grandes compagnies aériennes et autres, très peu d'exposition à tout ce qui est voyage, qui a été très fortement impacté en fait par cette crise. Et alors, donc nous étions plutôt bien positionnés. Est-ce que nous avons changé les règles? Non, parce que je pense que cette crise ne fait que renforcer l'intérêt du E, du S et du G. En fait, on se rend compte que l'environnement va certainement être une thématique encore plus importante à l'avenir. Le social, mais vous voyez, social distancing, la gestion sociale des employés et autres, les entreprises qui intègrent bien ça dans leur modèle. Et enfin, la gouvernance avec une totale transparence et une bonne gestion sera extrêmement importante. Donc je pense que ce phénomène ne va faire que renforcer l'intégration de ces critères ESG. Euh, et probablement, il y aura des évolutions qui viendront à terme, mais l'ESG est une thématique qui est en constante évolution depuis des années. Donc ça fera certainement encore évoluer les choses. Très bien, Maxime. Je n'ai plus de questions, à moins que tu ne veuilles rajouter un dernier élément. Sinon, écoute, merci beaucoup pour ta présentation très très claire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre présence et votre participation active surtout, puisqu'on a eu quand même pas mal de questions. Nous espérons que cette première session vous a intéressé. Vous avez pu apprendre pas mal de nouveaux concepts sur les thèmes abordés concernant la gestion en investissement durable. Je vous l'ai dit en introduction, nous sommes ici dans le cadre d'un cycle de formation. Donc, évidemment, ceci était le premier webinaire et donc, vous l'aurez compris, il y aura un autre webinaire. Et ce prochain webinaire, vous pouvez déjà l'inscrire dans vos agendas. Et il aura lieu le mercredi 17 juin. Le mercredi 17 juin à partir de 18h45, vous pouvez vous connecter. Et le sujet sera le mandat extrajudiciaire et la procuration digitale. Voilà. Alors, évidemment, vous recevrez une invitation par mail dans les tout prochains jours. Votre banquier privé et moi-même, évidemment, nous sommes à votre entière disposition. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. De même que vous pouvez très bien envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran pour le moment. Nous y répondrons avec grand plaisir. Alors voilà, nous sommes arrivés au terme. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée
et dans l'attente évidemment du plaisir de vous revoir lors de notre prochain webinaire. À bientôt, merci beaucoup.